Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des phénomènes d'intolérance alimentaire et plus précisément des tests qui sont destinés à détecter les intolérances alimentaires. Alors je veux parler de ça parce que c'est une question qu'on me pose souvent, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis, que ce soit en consultation, que ce soit juste des questions toutes simples que l'on m'envoie ou d'une manière générale au niveau des informations que l'on peut lire dans un certain nombre de magazines ou de sites internet. Donc je vais parler un petit peu de ces tests, la fiabilité des tests pour les intolérances alimentaires. Il faut savoir que ces tests déjà coûtent cher, ça c'est la première chose, et ils ne sont pas ce qu'on peut appeler les plus spécifiques qu'ils soient. Tout simplement, donc ces tests sont destinés à mesurer dans le sang, à évaluer la teneur de certains anticorps. Donc les anticorps, c'est ce que produit notre organisme pour se défendre. Il produit donc différents anticorps, et par rapport aux intolérances alimentaires, ce sont ce que l'on appelle des IgG. Et on dit que ces IgG sont spécifiques parce qu'ils sont produits face à une molécule spécifique qui va pénétrer dans l'organisme. Donc ces molécules pénètrent par la barrière intestinale, elles circulent dans le sang, et donc notre corps, pour se défendre, va produire des anticorps. Donc ça c'est bien beau, mais ce n'est pas spécialement spécifique. Pourquoi est-ce que ce n'est pas spécifique? Tout simplement parce que lorsque l'intestin est en bon état, normalement il n'y a pas de phénomène d'intolérance alimentaire puisque les gros fragments alimentaires n'ont aucune raison de pénétrer dans l'organisme. Lorsque l'intestin n'est plus en bon état, c'est-à-dire qu'il commence à être abîmé, qu'il commence à avoir une certaine porosité, on va voir des fragments alimentaires qui peuvent pénétrer. Et ces fragments alimentaires vont pénétrer bien évidemment s'il y a un problème de digestion. Voilà. Les aliments étant mal digérés, on va avoir des fragments alimentaires importants qui peuvent pénétrer. Et donc ces anticorps, la seule chose qui permettent de voir, c'est si notre organisme a réagi ou est en train de réagir face à des substances qui ont pénétré par la voie intestinale. Il faut savoir que l'intestin, c'est 70% du système immunitaire de l'organisme, au niveau de la production des cellules et des anticorps, donc c'est très important, en même temps c'est quand même normal, la surface est énorme, et avec ce que nous mangeons, il y a énormément de substances qui peuvent potentiellement passer. Donc c'est normal que la majorité de notre système immunitaire soit concentrée à cet endroit-là. Il faut savoir aussi que dans l'intestin, il y a beaucoup de bactéries, donc c'est normal, le corps, il est fait pour se préserver. L'organisme humain, comme tout organisme animal, est fait pour se préserver. Donc, ces tests permettent simplement de voir, à un instant donné, une situation. Mais si vous faisiez un test tous les jours pendant un mois, vous verriez que les différents taux varient en fonction de ce que vous mangez. Alors bien évidemment, on peut avoir un taux d'anticorps élevé en permanence, parce que l'organisme a été en surcharge, il a reçu beaucoup d'aliments qui l'ont surchargé. Ce qui peut être le cas, on parle du gluten par exemple, la surcharge en gluten, mais c'est pas parce qu'on a forcément des anticorps qu'on est en intolérance au gluten, et c'est pas forcément parce qu'on est en intolérance au gluten qu'on a des anticorps à un niveau faramineux. Si vous êtes en intolérance au gluten, mais que vous ne mangez plus de gluten pendant des années, est-ce que vous aurez encore des anticorps? Il y en aura peut-être peu, alors que vous pouvez être intolérant. L'intolérance alimentaire, ça caractérise une surcharge de l'organisme, tout simplement. L'organisme est en surcharge parce qu'il reçoit trop de molécules dont il ne sait pas quoi faire, il ne peut pas les utiliser. Ces molécules, elles arrivent par l'intestin en raison d'une mauvaise digestion. Donc, ce que l'on caractérise par les symptômes d'intolérance alimentaire, c'est la surcharge, tout simplement. Maintenant, ces tests, ils peuvent révéler un phénomène d'intolérance où vous allez consommer un aliment et avoir des symptômes rapidement à la suite de cette consommation, mais ils peuvent aussi révéler tout simplement que vous avez un taux d'anticorps élevé. Certaines personnes, par exemple, ont un taux d'anticorps élevé sans avoir spécialement consommé ou sans spécialement consommer régulièrement certains aliments. Et par contre, si vous faites sur un mois, comme je vous l'ai dit, un test par jour, vous verrez que vous pouvez avoir, en fonction de ce que vous mangez,
et de la qualité de votre digestion, des taux d'anticorps qui vont fluctuer. Donc, quand vous faites une analyse comme ça, l'idéal serait d'avoir jeûné pendant 2-3 jours avant. Alors, je ne vous dis pas forcément qu'il faut jeûner pendant 2-3 jours avant, mais pourquoi jeûner pendant 2-3 jours avant ou être en restriction alimentaire poussée? Tout simplement pour éviter d'avoir de nombreuses substances mal digérées qui pénètrent dans le corps, qui sont en circulation dans le sang et vis-à-vis desquelles notre corps se défend. Notre corps va produire des anticorps pour se défendre. Ces anticorps, ils vont rester dans le sang pendant plusieurs jours et c'est normal d'avoir des variations qui peuvent être plus ou moins importantes en fonction de l'alimentation. C'est pourquoi ces tests, aujourd'hui en tout cas, ne sont pas fiables. Ils peuvent vous donner une idée, une orientation éventuelle d'une intolérance. Je ne dis pas que les personnes ne sont pas intolérantes alimentaires. Certaines personnes ont des phénomènes d'intolérance qui sont présents et bien marqués. Toutefois, ce que je veux dire au travers de cette vidéo, c'est de comprendre que ces tests ne sont pas spécifiques et aussi fiables qu'on le laisse croire, qu'on le prétend. Tout simplement, il faut imaginer que beaucoup de personnes qui ont une intolérance dite spécifique à un aliment, lorsque vous allez consommer cet aliment, vous n'aurez pas forcément une réaction forte, une réaction marquée et détectable de manière vraiment significative. Pour imaginer sur une grande partie de la population intolérante à un produit, si vous insérez ce produit dans l'alimentation, ce n'est pas 95 ou 100% des personnes qui vont réagir avec des symptômes. C'est vrai que si on regarde le système immunitaire, il y aura peut-être quelque chose. Mais au niveau global de l'organisme, avec des symptômes, l'apparition de symptômes, ce n'est qu'une petite portion. Généralement, c'est 5-10%. Ça peut monter 15-20 dans des cas vraiment importants. Mais généralement, c'est beaucoup plus faible. C'est plutôt de l'ordre de 5 à 10% grand maximum. Donc c'est pour montrer, pour faire comprendre que ces tests n'ont pas la fiabilité qu'on prétend et qu'on laisse entendre par rapport au fait de dire, voilà, là moi je suis intolérant, il faut que je supprime cet aliment. Cet aliment, il mérite d'être supprimé ou d'être réduit s'il y a une intolérance majeure, bien sûr, mais il mérite plutôt d'être réduit si c'est un aliment qui surcharge trop l'organisme. Même si ça peut choquer certaines personnes par rapport à ce que l'on recommande dans de nombreux conseils alimentaires, par rapport aux produits laitiers, par rapport aux céréales par exemple, l'homme n'est physiologiquement pas adapté pour consommer ces aliments en quantité. Donc chez n'importe quel être humain, si vous supprimez les céréales, c'est pas une question de supprimer le gluten. Si vous supprimez les produits laitiers, c'est pas une question de dire il faut enlever les produits laitiers de vache. Si vous enlevez par exemple ces deux catégories d'aliments, que vous les réduisez fortement, vous aurez systématiquement une amélioration sanitaire. C'est pas une question d'être intolérant, de ne pas être intolérant, ce sont des aliments qui sont lourds à digérer pour l'homme, compliqués, et qui ne sont pas physiologiques, c'est-à-dire que ça va demander un travail beaucoup plus important, tout simplement. Et quand on regarde, je fais cette petite parenthèse pour finir cette vidéo, quand on regarde les modes alimentaires traditionnels, je dis bien traditionnels, des peuples qui vivent ou qui ont vécu en très bonne santé, on pourrait parler des Crétois, l'alimentation traditionnelle crétoise, on pourrait parler de Okinawa par exemple, mais il y a d'autres endroits dans le monde, ce que l'on appelle les zones bleues aujourd'hui, on retrouve des caractéristiques communes au niveau du mode alimentaire. Alimentation assez frugale, ça c'est une base importante. Alimentation avec peu de produits laitiers, voire pas du tout. Les Crétois par exemple consomment des produits laitiers, mais ils n'en consomment pas autant que nous, ils en consomment relativement peu. On va retrouver aussi beaucoup de fruits et de légumes dans l'alimentation. On va trouver assez peu de produits animaux. On va retrouver peu de céréales, contrairement à ce que disent certaines sources. L'alimentation traditionnelle, par exemple, à Okinawa, c'est pas de bouffer du riz 3 fois par jour. Ils mangent beaucoup de patates douces.
La patate douce, c'est un légume féculent qui est beaucoup plus digeste, beaucoup plus facile à digérer que le riz. Donc à Okinawa, ils consomment beaucoup plus de patates douces et beaucoup moins de riz que dans le reste du Japon. Donc ça, c'est aussi une chose importante qu'on dit rarement. En Crète, on consomme beaucoup moins, ou on consommait en tout cas, mais dans l'alimentation traditionnelle, beaucoup moins de céréales que dans le reste de la Grèce. On consommait par contre plus de légumes féculents. Donc on retrouve toujours ce fil conducteur, on retrouve ces traceurs communs. Hein, voilà, moi j'aime bien ce terme de traceur est très intéressant. Les traceurs, ce sont les points favorables, les points prédominants d'un mode alimentaire qui montrent l'orientation de ce mode alimentaire pour entretenir une bonne santé. Et donc ces traceurs communs, ce n'est pas les produits laitiers, les céréales. Donc il ne faut pas se focaliser sur les intolérances, tout simplement l'être humain n'est pas adapté pour consommer des grandes quantités de ces aliments. Ce sont des aliments qu'on pourrait qualifier de compromis. Mais en aucun cas, ce sont des aliments de base du mode alimentaire humain. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur les tests d'intolérance alimentaire. Peut-être vous avoir donné aussi quelques notions par rapport à ces problèmes d'intolérance alimentaire qui ne sont pas liés à une molécule précise, mais plutôt à une surcharge alimentaire. Voilà. Je vous souhaite encore une très très bonne année, puisqu'on est encore en début 2015. Profitez-en bien, faites en sorte que vos projets, vos buts se réalisent cette année et d'être heureux, d'avoir une bonne santé. À très très bientôt pour une prochaine vidéo.